Merci beaucoup. Merci à tous ceux, toutes celles qui nous suivent aujourd'hui pour cette présentation-là. En ce petit vendredi après-midi frisquet, on espère bien se réchauffer avec vous, à tout le moins les neurones. Vous allez voir, c'est une présentation relativement dense, mais je pense que ça va être quand même intéressant de regarder ça ensemble. Je me présente, Marc-Antoine Tanguay, je suis conseiller spécial stratégie et impact chez Alloprof et je suis accompagné de ma collègue. Bonjour, Marie-Caroline Vincent. Je suis gestionnaire de programme du programme Leadership technopédagogique chez Alloprof. Et on aura donc le plaisir de vous faire une présentation, non pas sur des outils que vous allez pouvoir utiliser. Je fais déjà cette mise en garde-là. C'est pas sur une présentation pratique. C'est vraiment une présentation sur notre démarche de développement des outils qui s'en viennent. Donc, on ne perd rien pour attendre. Vous allez les voir surgir dans les prochains mois et années. Mais ce qu'on veut surtout vous montrer, c'est cette démarche-là d'une exploitation responsable d'une technologie émergente. L'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative, comment nous, chez Alloprof, on l'aborde. Et tout au cours de la présentation, on aimerait vous inviter à poser des questions. N'hésitez surtout pas à le faire. On y répondra directement ou à la fin de la présentation, là, selon le contexte. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On aime beaucoup les questions chez Alloprof. Euh, on va excusez-moi, je m'habitue au changement de diapositive, vous faire une présentation qui va comporter quatre grandes parties. On va essayer de tous se mettre sur le même niveau au niveau de l'intelligence artificielle générative, comprendre un peu plus d'où ça vient exactement et de quoi il ressort avec cette technologie-là, comment ça fonctionne. On va rapidement aborder l'impact que ça a déjà et que ça pourrait avoir sur l'éducation en général et au Québec en particulier. Et on va rentrer dans le vif du sujet ensuite avec l'approche du développement de produits d'intelligence artificielle chez Alloprof, comment on s'y prend. Et pour la finale, la dernière partie, ce sera une incursion dans le développement d'un agent pédagogique pour vous donner un peu plus de concret là, dans ce qui s'amène en termes de produits chez Alloprof. Alors, on va tout de suite passer à la première partie, le contexte et l'histoire de l'intelligence artificielle au Québec et dans le monde. Un petit survol à travers les années on va commencer à rebours. C'est des nouvelles assez récentes sur l'intelligence artificielle telle qu'on a pu l'apercevoir dans certaines manchettes de médias. Et quand on lit ça, on se dit, OK, ça, on est mal parti. L'intelligence artificielle, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Alors évidemment, il peut y avoir un côté très dramatique à une technologie comme celle-là. Par contre, il faut garder à l'esprit que c'est pas tant la technologie que ce que les humains vont en faire qui est important. Je pense qu'on va vouloir le ramener là-dessus. La technologie n'est jamais qu'un outil. On peut penser au nucléaire qui peut faire du bien, mais beaucoup de mal aussi. Et l'intelligence artificielle a effectivement aussi ce genre de potentiel-là. Au niveau de l'éducation, ben, c'est sûr que, au-delà de dire que ça va amener l'extinction de l'humanité, là, on peut avoir des craintes légitimes que les élèves se mettent à tricher en masse, qu'ils perdent le sens de leurs apprentissages. À quoi ça me sert de l'apprendre de toute façon? Mon chatbot est capable de le faire, ou qui se mettent carrément à plus savoir comment apprendre puisque l'IA va réfléchir à leur place. Donc, c'est des préoccupations qui sont énoncées avec l'arrivée de cette technologie-là. Il faut quand même se rappeler que c'est pas la première fois qu'une technologie est prise pour plus dangereuse qu'elle ne l'est peut-être en réalité. Et quand la calculatrice est arrivée, ben, évidemment, on a protesté beaucoup en se disant, ça y est, les jeunes n'apprendront plus à calculer à cause de la calculatrice. Ils vont perdre le sens du calcul, puis on peut remonter même à plus loin, et même il y a quelques milliers d'années. À propos de l'écriture, on s'est inquiété que les gens perdent l'exercice de la mémoire puisqu'ils s'appuieraient sur ce qui est écrit. Et donc, quelque chose qui aujourd'hui nous paraît comme être, je pense, le socle de notre civilisation, l'écriture, eh bien, a peut-être pas eu une perception si positive que ça à l'origine. Donc, on va essayer de trouver un genre de juste milieu à l'intérieur de ce genre de discours-là. Euh, et déjà se resituer sur d'où ça vient, ça, l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, conceptuellement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué depuis quelques 200 ans au moins.
Mais techniquement, c'est vraiment là, autour des années 50 que ça a commencé avec l'informatique à se mettre en place. C'était un champ qui était quand même assez exotique, là. Ça faisait très science-fiction, évidemment, l'intelligence artificielle pendant longtemps. Et probablement que quand l'ordinateur Deep Blue a battu Kasparov aux échecs en 97, on a commencé à se dire, OK, là, la machine semble être capable de réaliser des choses que les humains eux-mêmes n'arrivent plus à faire avec leur intelligence. Donc, c'est peut-être là où on a commencé à sentir que la machine pouvait nous battre en termes intellectuels. Au tournant des années 2000, ben là, l'intelligence artificielle a pris vraiment le plancher, on peut le dire, là, avec la recherche sur Google, la recommandation sur Netflix et tous les algorithmes de marketing, par exemple, à l'intérieur des réseaux sociaux. Tout ça, c'est de l'IA qui a pris beaucoup de place, les assistants virtuels, et cetera. Mais la bombe, c'est quand même le lancement de ChatGPT en 2022 à l'automne. Ce modèle-là a peut-être créé ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de l'IA. En tout cas, en termes d'investissement financier, ça a vraiment amené beaucoup plus que ce qu'on avait auparavant. Et une démocratisation aussi de l'accès à cette technologie-là, d'un usage comme on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Le Canada et le Québec, dans cet univers-là, se positionnent plutôt bien, dans ce sens que c'est vraiment un pays, une province qui fournit beaucoup de cerveau, beaucoup de réflexion au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des chercheurs très reconnus et souvent aussi associés à des très grandes entreprises en IA qui travaillent ici dans des centres de recherche. Il y a trois grands centres de recherche au Canada. Il y a le MILA à Montréal, le Vector Institute à Toronto, puis le AMI à Edmonton, en Alberta. Et donc, par exemple, parmi les têtes d'affiche, évidemment, Joshua Bengio à Montréal, Jeffrey Hinton à Toronto, qui ont remporté l'équivalent là, du prix Nobel de l'informatique en 2018 pour leurs travaux sur l'intelligence artificielle, la partie apprentissage profond, le deep learning. Mais beaucoup d'autres têtes d'affiche et des jeunes montants aussi. Là, on pense à Joël Pinault, Hugo Larochère, Raquel Hurtasun. Donc, des gens qui font avancer la connaissance beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle. Le Québec et le Canada aussi ont une place importante dans l'aspect engagement responsable. Donc, une IA pour le service de l'humanité et non pas pour la desservir ou la dominer. Et donc, le Canada est le premier pays à s'être donné une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Évidemment, on connaît la Déclaration de Montréal pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Et PNIA, ICSIA sont des tables internationales de discussion dans lesquelles le Québec, le Canada ont une activité très importante pour valoriser un certain contrôle de l'intelligence artificielle pour s'assurer que c'est au bénéfice des humains et non pas contre eux que ça se développe. Dans cet écosystème-là, je me suis permis de copier le schéma de l'écosystème Livado, l'Institut de valorisation des données, basé à Montréal et dans lequel Alloprof est associé, là, si vous voyez bien juste en haut. Euh, dans le secteur de l'éducation, donc évidemment, il y a des centres de recherche, des centres de transfert, des organismes subventionnaires, il y a des partenaires différentes industries qui sont nommés là. C'est très, très actif. Et ça donne beaucoup de résultats, bien qu'il reste encore des défis au Canada en particulier sur la mise à l'échelle. L'industrialisation des solutions, c'est souvent nommé. On a plus de mal peut-être que les États-Unis ou la Chine, par exemple, à créer des solutions viables qui vont être exploitées là, par des utilisateurs. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Caroline qui va vous expliquer mais qu'est-ce que c'est que ça, que l'intelligence artificielle? Et merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, oui, mon objectif, c'est de vous présenter un peu ce qu'est l'IA. L'intention, c'est pas de faire un cours 101 et d'avoir une description complète de qu'est-ce que l'IA, mais c'est d'aller voir un peu l'IA qui nous intéresse, c'est-à-dire l'IA générative. Donc, l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Elle se retrouve dans la grande famille de l'apprentissage profond. Mais avant d'arriver là, je vais vous parler, oui, de l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc qui représente, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pour objectif de reproduire un peu les facultés cognitives de l'intelligence humaine. Donc, poussé à l'extrême, ça pourrait être, par exemple, votre calculatrice qui reproduit un peu le calcul mental de l'humain. Donc, on pourrait considérer la calculatrice comme de l'intelligence artificielle, mais on sait que ça va un petit peu plus loin que ça. À l'intérieur de ça, on retrouve l'apprentissage automatique, communément appelé en anglais le machine learning, dans lequel on va retrouver là, justement
des algorithmes d'apprentissage automatique qui va justement permettre la construction de modèles. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que dans le fond, on va donner des ensembles en entrée qu'on va étiqueter, puis on va les donner à la machine qui va s'entraîner dessus et éventuellement, si on lui donne de nouveaux exemples, va être capable d'associer en fonction des exemples qu'on vient d'y donner. Donc, on voit là-dedans l'apprentissage supervisé, semi-supervisé ou l'apprentissage par renforcement. Puis, ce qui est un peu cocasse, c'est que l'apprentissage par renforcement ressemble à la manière dont on apprend nous autres mêmes, c'est-à-dire essayer par apprendre par essai-erreur, c'est-à-dire la machine teste quelque chose, ça ne fonctionne pas, réessayer autre chose, trouve les paramètres qui fait que ça fonctionne. Donc, on va retrouver ça dans l'apprentissage automatique. Enfin, on va trouver l'apprentissage profond, donc dans lequel on va retrouver, par exemple, les réseaux de neurones, donc qui s'inspirent vraiment de la manière dont fonctionne un cerveau. Donc, il va y avoir beaucoup plus de couches d'analyse, puis ça va permettre d'effectuer des tâches qui demandent vraiment beaucoup plus d'informations. Donc, on va parler, par exemple, de la reconnaissance d'images, de la traduction automatisée qui va se retrouver dans l'apprentissage profond. Lorsqu'on arrive plus à l'IA générative, bon, ben là, on est plutôt dans des modèles qui vont justement produire de nouveaux contenus. Donc, c'est là que ça devient intéressant, au sens où est-ce que là, on crée quelque chose à partir d'un ensemble de données et on va voir à peu près une simulation entre ce qui était là initialement et ce qui a été créé par la suite. Donc, si on veut, là, c'est un peu ça qui est derrière là, un peu la crainte, c'est que dans le fond, ça simule en quelque sorte la compréhension ou la réflexion cognitive. Donc, elle est là, le fait que les gens peuvent se leurrer, si on veut, c'est qu'on a l'impression que la machine réfléchit et pourtant, elle ne réfléchit pas, elle ne fait que des probabilités, mais en fonction du contexte dans lequel elle se retrouve. Donc, son intention, c'est vraiment de prédire le prochain mot en fonction de la séquence qui était au préalable. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, voici là, j'ai pris une phrase que tout le monde connaît. Donc, la vie est un long fleuve tranquille. Tout le monde connaît cette phrase-là. Et dans le fond, l'intention à la machine, c'est de prédire qu'est-ce qui arrive à la fin parce que je n'ai pas écrit la phrase au complet. Donc, vous voyez, la machine va transformer chacun des éléments de ma phrase en token. Quand on parle de token, c'est chaque ensemble de lettres ou lettres uniques qui sont transformées en chiffres. Et dans le fond, c'est ce qui lui permet de calculer la probabilité de la suite de la phrase. Donc, si vous voulez le tester, j'ai mis le lien web là pour vous pouvez aller tester les phrases que vous voulez. C'est vraiment sympathique comme site web. Mais si vous voyez là, par rapport à ce que j'ai fait, justement, donc lui, ce qu'il me propose, mais c'est à 48 ILL ou à 33 ILLE. Probablement que si j'avais rajouté un I, ça aurait été beaucoup plus gros pour le ILLE. Donc, si on voit là, justement, il donne d'autres probabilités parce que, ben, tranquille aurait pu s'écrire en anglais aussi. Et pourquoi il offre ces probabilités-là? C'est parce que, dans le fond, sa base de données est probablement plus grande en anglais qu'en français. Donc, elles offrent aussi ces probabilités-là pour la suite de la phrase. Mais comme il a vu que ce qui était au préalable était en français, c'est sûr que les probabilités sont moins grandes pour la suite. Justement, ça m'amène aussi à parler d'un sujet très intéressant, c'est au niveau du biais dans les données, parce que toutes les données ont été conçues par l'homme, donc a introduit sans le vouloir certains biais. Donc, par exemple, comme c'est des probabilités, c'est ça, ici on voit un impact selon la région. Donc, au Texas, ils aiment acheter des terres, aiment acheter du bétail. Donc, on voit, là, on est vraiment dans un milieu plus rural, donc offre une suite. Donc, détermine que c'est plus grand comme probabilité d'offrir ce type de mots-là, versus à New York, ils aiment acheter des vêtements, des peintures, toutes. Donc, il y a vraiment une différence au niveau de la région là, en fonction des résultats qui sont donnés. Mais ce n'est pas juste en fonction de la région, ça peut être aussi en fonction du genre. Donc, Jeanne travaille comme infirmière, secrétaire, gardienne. Donc, on voit des emplois qui sont associés
qui sont typiquement associés à la gente féminine versus Jim travaille comme un vendeur, un mécanicien, un plombier et autres, donc qui sont habituellement associés spécifiquement à genre masculin. Donc, on voit que justement, il y a eu un biais introduit en fonction que c'est le début de la phrase est un homme ou une femme. Donc, encore là, vous voyez, c'est les probabilités. On peut avoir aussi en fonction du genre aussi, mais plutôt en fonction des types d'emplois. Donc, le nouveau médecin s'appelait Jim, Nicolas, Michael, donc des noms d'hommes versus la nouvelle infirmière se nomme Marie, Catherine, Laura. Donc, on voit des noms féminins apparaître. Donc, c'est pour ça que on voit encore le biais apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que dans les nouveaux modèles actuels, on essaye de régler cette problématique-là de biais dans les données. Donc, de plus en plus, on voit des modèles pouvant aider à éliminer ça, donc faciliter, là, en quelque sorte, d'avoir des réponses plus objectives là, qui transcendent moins en arrière. Et juste pour vous dire, comme Marc-Antoine disait, l'IA générative a quand même eu un gros boost quand elle est arrivée. Donc, c'est toujours intéressant là, de voir là, quand est-ce que ChatGPT a obtenu son premier million d'utilisateurs comparativement à Netflix ou Airbnb ou Facebook. Donc, on voit que pour Netflix qui a pris 3,5 ans, mais ChatGPT lui a pris 5 jours. Donc, dans une perspective de démocratisation de l'IA, on voit que ChatGPT a eu vraiment un gros impact sur les utilisateurs à travers le monde là, et a vraiment impacté l'utilisation de l'IA pour monsieur et madame tout le monde. Donc, Marc-Antoine, je te laisse la parole pour la suite. Merci, Marie-Caroline, de nous avoir expliqué un peu de quoi il s'agit quand on parle de cette technologie-là qui semble reproduire des billets typiquement humains, puisque c'est normal, en fait, c'est entraîné à partir de données humaines, ça ne réfléchit pas par soi-même. Mais on essaye de corriger un peu des défauts humains. Ça, je trouve intéressant, cet aspect-là sur la machine. Donc, on voit que ça peut aussi amener une perspective positive en bout de ligne. Peut-être nous faire réaliser justement des billets, par exemple, qu'on a plus naturellement. Donc, impact de l'IA en éducation, ben, la bombe, évidemment, c'est rendu exploité partout. On ne s'en cachera pas, on n'a pas amené de données ici, mais on mène des enquêtes nombreuses et la grande, grande, grande majorité des élèves, surtout au secondaire, l'utilisent d'une manière relativement régulière ce genre d'outils-là, plus encore que leurs enseignants ou leurs parents, ce qui est normal. Ils sont des adopteurs plus rapides des nouveautés, mais qui est inquiétant aussi parce qu'ils ne sont pas nécessairement encadrés de la bonne façon. Ils n'ont pas des usages également de qualité de ce genre de technologie-là. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, en fait, tout est dans le comment avec une technologie qui simule la réflexion comme le fait un humain. Ben, le danger, c'est que ça remplace notre engagement cognitif. On va le nommer comme ça, c'est vraiment ça le risque principal là, au niveau de l'éducation. Alors, on va ramener ça au concept d'agentivité. Est-ce que j'agis avec l'outil ou pas? Donc, moins j'agis, eh ben, moins les différents aspects de la compétence numérique vont être valorisés. Puis, plus j'ai de l'agentivité avec mon outil, ou plus il m'amène à avoir de l'agentivité, par exemple, dans mon apprentissage, eh ben, plus ça va venir alimenter les différentes dimensions de la compétence numérique. Et c'est vraiment dans le comment. Il n'y a pas d'usage qui ne pourrait pas alimenter un élément ou l'autre, mais ils doivent tous être faits en intégrant un aspect de cette agentivité-là. Euh, Plus précisément, tu sais, on peut voir l'IA générative comme ayant un fort potentiel au niveau même de transformation de l'apprentissage des pratiques enseignantes. C'est un travail de l'UNESCO qui a choisi enfin, qui a développé un modèle dans lequel il catégorise en trois volets les perspectives, les bénéfices qu'on peut associer à l'intelligence artificielle. Donc, il y aurait des perspectives pédagogiques, il y a le phénomène d'adaptativité et l'optimisation du soutien à l'apprentissage. Vous pouvez les présenter quand même rapidement parce que c'est les trois champs où on peut vraiment développer avec l'intelligence artificielle et générative aussi en particulier des outils qui vont venir bénéficier à leurs utilisateurs. Alors, au niveau des perspectives pédagogiques, je pense que le terme important ici, c'est qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, mais c'est surtout qu'on vient améliorer ce qui existe déjà en pédagogie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait qui sont efficaces. Et comment est-ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent venir améliorer ces éléments-là?
Ben, c'est pas en remplaçant l'humain, hein, c'est pas l'objectif, là, au contraire, ça peut remplacer des tâches humaines qui sont répétitives, qui sont fastidieuses, qui ne sont pas d'une valeur ajoutée pour l'enseignant, par exemple, ou pour l'élève. Par contre, ça ne remplace pas ni l'enseignant ni l'élève, jamais, il ne faut pas, évidemment, puisque c'est toujours à travers le jugement humain, à travers l'empathie, à travers l'esprit critique qu'on va, développer donc des compétences au niveau de l'apprentissage ou de l'enseignement. Hem, Au niveau, des perspectives pédagogiques, par rapport aux compétences clés pour les enseignants, il y a, il y a vraiment une possibilité, mettons, de se servir de l'intelligence artificielle pour développer davantage, ses compétences à soi-même. Donc on peut, par exemple, aller chercher dans l'intelligence artificielle, puis on va le voir un peu plus loin, une espèce de d'outils qui va nous aider à créer des situations d'apprentissage plus originales, par exemple. Donc, ça peut nous aider à brainstormer. Donc, c'est un élément qui peut être intéressant pour enrichir sa pédagogie, et etc. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que l'enseignant reste actif. Il ne prend pas, évidemment, pour acquis ce qui est offert par un outil comme un ChatGPT ou autre, pardon, mais il va avoir son jugement pour cerner qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui l'est moins et l'intégrer dans le plan plus vaste que lui-même va construire. Et il peut se faire aider pour construire son plan de cours, évidemment, par la technologie aussi, mais ça demeure, et c'est très important, toujours l'humain qui est l'acteur principal. Sinon, on va vers des usages qui vont desservir plutôt que servir. Euh, Au niveau, excusez-moi, parce que je pense que j'en ai sauté une. Non, cher. OK. Donc, au niveau des usages, justement, par les enseignants, on est sur leur niveau de confort. On voit que, les enseignants sont, par exemple, à l'aise pour se servir de l'IA, pour s'inspirer pour des situations d'apprentissage, comme je le nommais, bon, créer des exercices pour les élèves, probablement des variations d'exercices que l'enseignant aurait déjà créés. Donc, on voit, tu sais, la tâche fastidieuse, répétitive, qui n'est pas une plus-value à l'enseignement, mais qui permet d'accélérer certains éléments. Faire de la recherche documentaire en lien avec les cours, évidemment, ça peut aussi être intéressant. Si on va à la fin de la liste, par exemple, formuler des rétroactions en lien avec les travaux des élèves, préparer des évaluations, fournir des rétroactions directement aux élèves, des plans d'intervention ou faire la prise de décision pour les évaluations, ces éléments-là, les enseignants sont beaucoup moins à l'aise de les exposer à l'intelligence artificielle. Et la grande raison, on va le voir plus loin, c'est que ces outils-là ne sont pas transparents. Et la transparence, c'est le critère le plus important chez les enseignants. Et c'est très cohérent parce que dans leur travail, ils posent un jugement professionnel s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui amène la machine à émettre des recommandations à tel et tel endroit où ça devient critique, comme dans des évaluations ou des plans d'intervention. Eh bien, ils ne vont pas vouloir, évidemment, utiliser a priori ce genre d'outil-là. Ça ne sera pas d'un grand bénéfice. Euh, Au niveau maintenant de l'adaptativité, donc cette adaptativité-là, c'est la capacité d'un système ou d'un cours, par exemple, à s'adapter plus précisément à la réalité de l'apprenant. Donc à ses forces, à ses faiblesses, à ses goûts même à la limite, et aussi au rythme d'apprentissage, donc à la réponse qu'il donne à chaque étape de son apprentissage, pour différencier. Finalement, en bout de ligne, ça amène une différenciation de l'apprentissage. Évidemment, c'est un champ qui a énormément de potentiel. C'est toujours un défi, en fait, de suivre chaque élève avec ses défis personnels, et la technologie peut nous aider effectivement à élargir ça. Par contre, qu'un système réussisse à assez bien comprendre l'utilisateur pour amener exactement l'apprentissage dans sa zone de développement proximal et en continu tout au long de son apprentissage, ça pose aussi des questions parce que ça demande une quantité de données sur l'utilisateur qui est très importante. Donc, la machine, si on veut, commence à acquérir une grande connaissance de l'utilisateur, et ça soulève des questions de confidentialité, de sécurité, de biais, de consentement. Et pour faire ce genre de système-là, il faut s'assurer d'une gouvernance en arrière-plan, une gouvernance des données qui est à la fois très transparente, extrêmement éthique, s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons. Je pense qu'on est tous d'accord, on ne confierait pas les élèves dans des systèmes adaptatifs dont on ne connaîtrait pas toutes les finalités. Donc, des exemples d'adaptativité, ça peut être au niveau du contenu, de la difficulté des exercices, du rythme de la séquence, comme je le nommais tout à l'heure.
Les bénéfices étant que ça reste stimulant pour l'apprenant parce que c'est jamais trop difficile, c'est jamais pas assez difficile, donc il est toujours dans une séquence d'apprentissage qui lui permet de progresser à son rythme, d'une façon stimulante et ça demande quand même beaucoup de recherche, là, comme on le disait. Ça a théoriquement un énorme impact, mais c'est pas encore un impact qu'on peut démontrer parce qu'il n'y a pas encore de plateforme qui amène une adaptativité telle qu'on est capable de dire: «OK, ça a vraiment une différenciation importante sur un ensemble d'élèves». Et je peux peut-être ajouter à ça, actuellement, ce qu'on voit sur les plateformes d'adaptativité, c'est que l'élève n'est s'il est dans sa zone de développement proximal, il est vraiment dans le bas de sa zone ou en dessous. Donc, même si les plateformes actuelles vendent une certaine adaptativité, c'est quand même pas optimisé pour l'utilisateur. C'est vraiment dans un principe de voici le cheminement normal d'un élève. On va essayer d'amener son adaptativité en fonction de ses réponses, mais il n'y a pas assez d'informations, les machines, actuellement, pour vraiment répondre et optimiser ça. Voilà. Fait que merci beaucoup pour la précision et on approche maintenant, bon, le soutien, l'optimisation du soutien à l'apprentissage. C'est quand même le cœur de ce qu'on fait chez Alloprof, du soutien à l'apprentissage. C'est notre quotidien. On cherche toujours à s'améliorer de ce côté-là, puis c'est un peu la raison pour laquelle on travaille auprès dans ces technologies-là. On essaie de voir comment ça peut venir assister le soutien à l'apprentissage tel qu'on le conçoit. On voit, tu sais, les avantages comme l'immédiateté, de la réponse, de la rétroaction qui peut être faite, grande disponibilité. Évidemment, un outil, c'est pas comme les enseignants qui travaillent chez Alloprof et qui sont en ligne jusqu'à 20 heures. À un moment donné, il faut qu'ils aillent se coucher. Ils travaillent à l'école aussi, donc c'est du temps en plus. Donc, on ne peut pas offrir le même genre de disponibilité que la machine, elle, pourrait offrir. Il y a aussi des avantages parce que parfois les humains ont tendance à ne pas vouloir se confier à d'autres humains sur leur fragilité, leur vulnérabilité, ne serait-ce que scolaire. Là, on n'est pas du tout dans de la psychologie, mais c'est vrai que des élèves n'oseront pas lever la main, par exemple, en classe, n'oseront pas aller aux récupérations qui sont offertes à l'école. Donc, à travers un système technologique, vont avoir davantage le goût, disons, de se lancer. Ça peut les aider aussi à prendre confiance pour demander de l'aide à des humains par la suite. Il y a par contre des limites évidentes là, qu'il faut quand même considérer. Je pense que la limite qu'il faut retenir à travers ça, c'est que avant qu'une technologie atteigne la finesse de soutien qu'un humain compétent est capable d'offrir, on en est encore très loin. Aussi impressionnante soit la technologie en ce moment, je peux vous dire, à travers nos tests, on a constaté on est loin d'être arrivé à ça. Euh, L'objet, je pense, le Graal absolu, c'est cette idée-là d'assistant pédagogique, là, que chaque élève ait son propre coach, finalement, d'apprentissage qui vient l'épauler à chaque moment où il en a besoin, qui est capable de le suivre, de le motiver aussi quand c'est le temps. Donc, qui agirait comme un tuteur, finalement, un tuteur humain très, très présent et très plein d'empathie. C'est le Graal, oui, mais il y a énormément de défis. Puis un des défis importants, c'est que, puis vous l'avez sûrement constaté avec les agents conversationnels que vous utilisez, il y a au fil de la conversation une dégradation. C'est-à-dire que si la première réponse n'est pas bonne, on peut toujours ramener avec du prompt, avec des requêtes, une deuxième explication. Mais quand on n'est pas compétent, comme un élève en difficulté l'est, il n'est pas compétent dans la matière, il ne saura pas ramener la conversation vers le besoin qu'il a. Et c'est ce qu'on constate, il y a une dégradation rapide dans la conversation qui va s'en suivre parce que le chatbot, c'est pas un tuteur, c'est pas un prof, il ne sait pas dans le fond c'est quoi l'intention finale, puis c'est quoi les attentes. Donc ça, c'est un des grands, grands défis que la technologie nous impose en ce moment. Et on va maintenant parler de l'approche du développement de produits en intelligence artificielle chez Alloprof. Comment est-ce qu'on aborde ça? On en a donné quelques pistes, on va entrer un peu plus de plein fouet là-dedans. En fait, on approche le développement de produits d'IA chez Alloprof comme n'importe quel produit. Par contre, vous allez voir qu'il y a des considérations supplémentaires à l'intérieur de ça. Alors, tous nos produits chez Alloprof, ils doivent remplir des conditions d'acceptabilité. Hein. L'acceptabilité, c'est qu'il faut que les utilisateurs se sentent confiants d'utiliser une solution parce qu'elle correspond à leurs valeurs, ils savent que c'est légal, ils voient que c'est pertinent. Ça, c'est l'acceptabilité. Des conditions d'adoptabilité. Il faut que ce soit utilisable, facile d'utilisation. Il faut que je sente que ça va m'aider, tu sais, que ça va facilement s'intégrer dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et enfin, les retombées éducatives, c'est-à-dire l'impact sur mon apprentissage. Il faut que je sente que, après avoir utilisé l'outil, j'ai appris quelque chose effectivement. Hein. J'ai pas juste fait quelque chose qui était
mettons, amusant, mais en bout de ligne, j'ai quand même bien appris. C'est vrai pour tous nos produits. Le fait est que dans le cas de l'intelligence artificielle, comme on a vu, l'IA générative peut, entre guillemets, «réfléchir à ma place», eh ben, tout ce qui est conditions d'acceptabilité et retombées éducatives, c'est particulièrement, délicat, dans ce cas-ci, parce que c'est pas l'idée, évidemment, qu'un outil réfléchisse à la place de l'élève et évidemment que les retombées éducatives vont être très minimes dans ce cas-ci. Il va peut-être avoir une très bonne note dans son devoir, mais à l'examen, il va se retrouver vraiment très mal pris. Pour le premier, au niveau, de l'acceptabilité, l'IA doit ou devrait être légale. Pourquoi le le conditionnel ici? Parce qu'en fait, c'est des technologies qui évoluent tellement rapidement qu'il y a parfois même pas de loi et c'est le cas. Il y a pas de loi sur l'intelligence artificielle au Canada. Il y a un projet de loi là, qui est discuté depuis longtemps, mais il y a pas toujours pas de loi. Donc il y a pas de cadre législatif précis sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être conforme à travers d'autres lois qui touchent un peu à ça. On peut s'inspirer de ce qui se fait en Europe. Il y a une loi qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps. Mais ça va tellement vite que on dirait que la législation a toujours un pas de retard, ce qui est normal. Et même quand il y a une législation, comme la loi 25 sur la protection des renseignements personnels au Québec, ben, ça fait pas longtemps. Donc, il y a une très courte jurisprudence, puis les zones d'ombre n'ont pas toujours un éclairage qui a été offert là, par la justice. Donc, devant ces défis-là, comment chez Alloprof on réagit? Par la recherche. En fait, en général, quand quelque chose n'est pas encore de l'ordre de la connaissance admise, ben, il faut aller chercher cette connaissance-là. Et c'est pourquoi on a un projet de recherche en cours avec une chaire de recherche là, qui travaille dans le juridique et qui nous aide à développer un cadre documentaire là, pour développer là, une politique de système d'intelligence artificielle spécifiquement pour Alloprof. Ce modèle-là va s'inspirer évidemment de tout ce qui existe dans le monde. Je pense que l'Europe est assez en avance de ce côté-là, la Californie aussi. Donc, on s'inspire de ce qui existe et on ramène ça à une réalité comme celle d'un organisme comme Alloprof, qui est autour de la taille d'une PME. Et en bout de ligne, on veut créer donc une espèce d'arbre décisionnel pour automatiser la création là, de politiques qui vont convenir là, en fonction des secteurs d'activité des organisations de notre taille. Donc, l'idée, c'est de rendre ça public. Là. Alloprof va s'en servir, évidemment, mais on souhaite aussi aider d'autres organisations de notre taille, en particulier en éducation, à se mettre en conformité avec ce qui existe et ce qui existera au niveau légal. Ensuite, l'IA devrait aussi être éthique, évidemment. Et ça, c'est la première, je dirais, bon, évidemment, il faut qu'on soit légaux, là, ça tombe sous le sens. Mais dans le cas de l'éthique, c'est qu'il y a comme une espèce d'engagement, je dirais, de valeur, hein, d'organisation à avoir là-dedans. Et très rapidement, on a signé la Déclaration de Montréal, le Code de conduite volontaire pour une IA responsable du gouvernement canadien. L'idée étant qu'on veut s'imposer aussi une façon de faire qui fait en sorte que on va s'assurer de répondre aux attentes et aux valeurs culturelles de notre société dans laquelle on agit. Euh, Ici aussi, il y a du flou, entre guillemets, parce que c'est très variable. Hein. L'éthique, c'est quelque chose qui est mouvant aussi. Les réactions à une technologie, par exemple, un jour, peuvent changer énormément le lendemain en fonction de l'actualité. Si ça amène plein de bénéfices, mais on peut penser que les gens vont évoluer positivement dans l'acceptation de ce que la technologie fait. Puis, à contrario, ben, s'il y a une fuite de données majeure ou qu'il y a un événement malheureux associé à une technologie, ben, ça va évidemment changer la perception de la technologie. Donc, encore là, on mène une recherche, cette fois-ci, avec un des cofondateurs de la Déclaration de Montréal, le professeur Marc-Antoine Dillac de l'Université de Montréal, pour adopter, nous, un cadre éthique juridique qui va s'adapter à notre réalité, qui va nous permettre d'évoluer aussi, parce qu'on peut fixer un guide d'utilisation ou une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais demain, comme je le disais, ça va évoluer, il va falloir s'adapter. Donc, l'idée de se donner des outils pour toujours amener la meilleure gouvernance possible dans notre approche de cette technologie-là. Et toujours tenir compte que les critères varient en fonction des publics. On a évidemment trois grands publics chez Alloprof et ce qu'on a constaté à travers une autre recherche qu'on a menée cette fois-ci avec la chaire UXHC et Ivado, c'est que chez les élèves, ce qui est le plus important, c'est la fiabilité et la justice. Ce qui est logique parce que dans le fond, eux,
leur usage de l'IA, c'est d'avoir des réponses qui sont fiables, parce qu'ils ne savent pas toujours si c'est pas bon ou si c'est bon. Et si c'est de l'intelligence artificielle qui sert à les évaluer, ils veulent qu'elle soit juste, évidemment. Ils ne veulent pas que ça amène des billets d'injustice. Dans le cas des parents, le critère principal, c'est l'agentivité. Ils ont peur que leur enfant ne travaille plus, ne réfléchisse plus. Donc, l'agentivité de l'élève avec l'outil, c'est le critère éthique le plus important. Puis chez les enseignants, on le mentionnait tout à l'heure, c'est la transparence. Ils ont besoin de comprendre comment l'outil réfléchit, entre guillemets, sinon ça ne les intéresse pas tant que ça de l'utiliser. Enfin, au niveau éthique et conformité, l'empreinte environnementale est un élément qui va prendre de plus en plus d'importance. On prend déjà un peu, mais de plus en plus, on sent que les compagnies aussi se sentent obligées là, d'exposer un petit peu plus c'est quoi le coût énergétique et en ressources associées à l'utilisation de l'IA générative, qui est très gourmande. Et donc, c'est un critère qui va être super important, mais donc, il faut s'adapter. L'idée, c'est surtout de s'adapter aux critères. Ça a peut-être été moins considéré il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus et je pense que d'ici quelques années, ça va devenir un des critères les plus importants. Donc, on valorise évidemment des critères qui comptent plus pour les publics à mesure qu'ils se manifestent. Maintenant, l'adoption, l'adaptativité de l'intelligence artificielle. Il faut amener un produit d'IA qui est adopté pour les bonnes raisons. Et en fait, c'était facile avec l'IA classique. Par exemple, on a un moteur de recommandation sur AlloProf, on a une barre de recherche qui corrige les erreurs des élèves qui écrivent des mots-clés. Puis c'est de l'IA qu'il y a derrière toutes ces technologies-là, mais c'est des technologies qui viennent faciliter l'expérience, qui amènent l'utilisateur plus rapidement au contenu dont il a besoin, par exemple. Euh, on ne peut pas se tromper en amenant ça. Ça peut être pas efficace, mais ce n'est pas un outil qui peut être dangereux, disons, pour les élèves. Dans le cas de l'IA générative, c'est beaucoup plus complexe. Et dans le processus de l'acte pédagogique, là, dans le triangle pédagogique, on voit que ça peut impacter chacun de ces aspects au niveau enseigner, apprendre ou former. L'IA générative qui n'amène pas une agentivité suffisante ben, vient nuire à la formation, vient nuire à l'enseignement, vient nuire à l'apprentissage, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on se pose des questions encore plus de ce côté-là et qu'on va s'assurer que le produit qui va être développé va amener déjà au niveau de la perception un usage qui est approprié. Alors évidemment, si la perception, c'est je m'attends à avoir des réponses toutes cuites à mes questions, ben, l'élève va être déçu. On ne va jamais lui donner un outil comme celui-là chez AlloProf, c'est contre nature. Donc, il faut quand même évaluer comment l'utilisateur, l'élève, par exemple, attend. Qu'est-ce qu'il attend en termes de performance de l'outil? Qu'est-ce qu'il s'attend à avoir à fournir comme effort? Quelles conditions peuvent peut-être faciliter aussi cette utilisation-là? Puis, dépendamment évidemment de son milieu, comment il est influencé vers l'usage d'un outil ou d'un autre, qui va définir son intention d'usage et éventuellement son usage réel. Mais je reviens vraiment là-dessus sur les deux premiers éléments, c'est ceux qui sont les plus critiques d'après nos recherches. La performance attendue, déjà, malheureusement, c'est souvent d'obtenir une réponse complète et gratuite à une question chez les élèves. Et l'effort attendu est assez minimaliste. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on fasse équipe, l'humain, avec la technologie pour amener l'usage efficace de cette technologie-là. L'IA générative peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ça, mais si c'est ça les attentes et si c'est ce à quoi sont prêts les élèves, évidemment, on va passer à côté et la technologie ne sera d'aucune utilité. Et je passe maintenant la parole à Marie-Caroline pour vous parler de quelque chose d'assez assez intéressant. Oui, donc merci Marc-Antoine. Oui, pour parler un peu d'adaptabilité, mais on peut parler aussi de l'utilisabilité, donc à quel point les élèves l'utilisent aussi. On le sait qu'ils l'utilisent à tous les jours, mais à quel point ils sont efficaces dans leur utilisation. Donc, avant de réfléchir à un outil pour venir les soutenir, Alloprof a été intéressé vraiment à aller voir un peu comment les élèves posent des questions à un agent conversationnel. Donc, l'année passée, on a fait un projet de recherche avec le Tech3 Lab, là, qui est le laboratoire en expérience utilisateur du HEC. Donc, on est allé voir un peu comment les élèves réalisent une tâche lorsqu'ils ont accès, par exemple, qu'à une fiche AlloProf ou un enseignant en direct via clavardage ou ChatGPT, mais avec assistance vocale ou ChatGPT sans assistance vocale.
Je tiens à dire que les chats GPT étaient promptés pour qu'ils répondent de manière pédagogique, donc qu'ils ne donnent pas nécessairement la réponse. Et pour vous dire, là, on a eu plusieurs résultats assez cocasses là, que je pourrais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on est allé valider, c'est la charge cognitive reliée à la tâche. Donc, ce qu'on est allé voir, c'est vraiment comment l'élève s'investit lorsqu'il a une question à résoudre. Donc, on voit que lorsqu'il discute avec un enseignant, la charge cognitive est beaucoup plus élevée que s'il discute juste avec un agent conversationnel ou s'il va lire une fiche. Donc, un peu comme Marc-Antoine disait, là, ce qu'on a remarqué dans les résultats, c'est souvent là, les élèves, ils se sentent jugés par l'enseignant, donc ils veulent bien paraître, surveiller leurs fautes d'orthographe, surveiller la manière dont ils posent les questions, mais surtout, l'enseignant relance les questions. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la charge cognitive, ça va beaucoup augmenter, ça va avoir un effet sur l'élève. La différence entre ChatGPT oral et écrit, c'est vraiment la manière dont l'élève interagit avec l'agent conversationnel. À l'oral, l'élève est beaucoup plus direct, donc il va prendre moins le temps de transférer sa pensée vers l'écrit. Donc, c'est pour ça que la charge cognitive est moins grande qu'avec ChatGPT écrit. Et au niveau de la fiche, bon, l'élève va zioter pour essayer de résoudre sa tâche. Quand on parle de tâches, là, on parle par exemple là, de tâches où on demandait une définition ou des questions de repérage dans un texte et autres. Donc, il y avait ces 4 moyens-là pour résoudre. Mais ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est justement le temps moyen par tâche. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau, lorsqu'un élève était en interaction avec un enseignant, le temps était beaucoup plus grand. Donc, il s'investissait beaucoup plus parce que, encore là, il y a l'aspect, oui, du jugement, mais il y a l'aspect interpersonnel. Tu sais, on le sait, l'apprentissage se fait en relation aussi. Donc, les élèves là, pouvaient là, continuer à discuter avec l'enseignant. Puis même dans certains, pour le groupe en difficulté, là, c'est monté à même 12, 13, 14 minutes de discussion avec l'enseignant avant d'arriver à sa réponse. Donc, on voit le besoin de vouloir résoudre la question, mais aussi le besoin de plaire derrière ça. Puis au niveau des agents conversationnels, on voit que passer 4 minutes, là, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, l'élève, quand on dit je veux obtenir ma réponse rapidement, mais il n'y a pas juste ça. L'élève ne valide pas nécessairement la réponse. L'élève ne va pas, l'élève va lire, va voir le texte qui est écrit, ne lira pas au complet. On a vu aussi, par exemple, lorsque la machine encourage trop l'élève, par exemple, une question où l'élève posait une question en français, puis l'agent conversationnel répondait oui, bien sûr, tu as réussi cette partie, mais pas celle-là. Félicitations. Mais lui, l'élève arrêtait à oui, bien sûr, pensant qu'il avait la réponse optimale. Donc, la manière dont la machine fait la rétroaction aussi a un impact sur le temps que l'élève l'utilise. On a vu ça aussi dans les tests qu'on fait actuellement, là, où l'élève ne valide pas la réponse avec l'agent conversationnel. L'autre élément là, qu'on a vu aussi à travers ces différents tests-là, une autre problématique en lien aussi avec la manière de discuter ou la manière de poser des questions à un agent conversationnel, c'est que l'agent conversationnel ne remet pas en question une requête. Selon l'agent, 100% de ce que l'utilisateur va poser comme question, c'est exactement ce qu'il veut savoir. On a un exemple d'un élève qui a demandé c'est quoi des classes d'amour au lieu de dire c'est quoi des classes de mots. Mais pour lui, l'agent conversationnel dit ben, mon élève veut savoir c'est quoi des classes d'amour, je vais lui dire c'est quoi des classes d'amour. Et l'agent est parti sur une explication disant, disant que oui, mais c'est ça qu'il veut savoir. Mais n'importe quel enseignant, soit au téléphone ou en clavardage, disait es-tu sûr que tu veux aborder les classes d'amour? Parce que je ne suis pas sûre que ça existe en français. On est plus dans les classes de mots. Donc, c'est des faits cocasses qui se sont passés. Puis enfin, on voit à l'affiche, là, c'est vraiment plus bas. Ensuite, les durées des échanges. On voit que l'élève prend beaucoup plus de temps pour rédiger sa requête à un enseignant. Alors là, valide ses fautes, valide qui pose la question comme il faut, valide qui peut réinvestir la réponse de l'enseignant versus un agent conversationnel où est-ce qu'il y a moins cette limite-là par rapport à la réponse qu'il veut obtenir. Donc, ça aussi, c'était très intéressant pour nous. Et enfin, la durée des messages reçus.
Euh, c'est, par exemple, c'est le nombre d'échanges entre les élèves et l'agent conversationnel. On voit qu'entre l'échange avec les enseignants ou ChatGPT oral, on est à peu près au même niveau, mais pour ChatGPT écrit, on est à 3 échanges, c'est-à-dire une question-réponse 3 fois. Dans un principe où on veut justement optimiser l'apprentissage, ça veut dire qu'il faut être en mesure de l'optimiser en 3 échanges. Donc, ce qui est quand même une complexité supplémentaire quand on veut amener l'élève à s'engager avec un agent conversationnel, où en 3 échanges, il faut l'accrocher, l'aider, répondre à ses questions, puis répondre à ses attentes au niveau de l'utilisabilité de l'outil, qui est quand même très rapide versus un enseignant où est-ce que justement l'élève va savoir que l'enseignant va vouloir justement l'aider, va vouloir aller jusqu'au bout avec lui. Donc, l'élève s'attend à avoir ça avec un enseignant. Avec un agent conversationnel, c'est un autre paire de manches, ce qui nous amène beaucoup de contraintes au niveau de la réflexion sur comment construire un tel outil. Puis finalement, quand on regarde le nombre de mots envoyés, je vous rappelle, l'enseignant a envoyé environ 7 messages en moyenne à l'élève, avec une moyenne de 18 mots par message. Donc, l'enseignant est capable de cibler exactement ce que l'élève veut avec le moins de mots possible et de l'engager dans ça. Et vous voyez, l'élève écrivait 7 mots en moyenne. Donc, avec très peu de mots, l'enseignant était capable de cibler ce qu'il voulait aussi. Donc, vous voyez, il y a une subtilité au niveau de la conversation parce que l'enseignant comprend la problématique, puis l'élève, il n'a pas besoin d'expliquer l'ensemble de la problématique pour s'assurer que la machine comprend. Versus un agent conversationnel où justement, là, les mots envoyés, on parle de 75 mots par message ou 60 mots, ce qui est quand même énorme là, pour un enfant, là, lire un texte de 60 mots pour répondre à sa question, versus quand lui, il en envoie seulement 10. Donc, c'est quand même un challengeant où justement, il faut s'assurer qu'on puisse très bien répondre à l'élève, même s'il ne donne pas énormément de contexte. Donc, On voit, Marie-Caroline, je me oui, permets juste là-dessus, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans le fond que l'enseignant est beaucoup plus compétent en bout de ligne. Tu sais, moi, je pense que c'est ce qu'on peut traduire beaucoup plus efficace dans sa tâche, que la technologie est vraiment pas rendue à ce niveau-là. Mais juste pour revenir, un élément à mentionner, on a quand même un indice que des éléments comme ChatGPT oral ou écrit amènent un engagement plus important de l'élève, une charge cognitive plus importante que la fiche. Qui est un outil classique chez AlloProf. Et c'est là où il y a peut-être un potentiel. On vous montre, comparé à un humain, franchement, bon, on est loin de battre Kasparov là, aux échecs. Là. La technologie n'est pas rendue là pour les profs. Mais par rapport à d'autres choses qui existent déjà sur l'environnement AlloProf et dans d'autres environnements, là, ce qui est classique en apprentissage, ben, peut-être que là, il y a quelque chose de plus à aller chercher avec ces outils-là. exact. Puis, dans le fond, tu sais, une fiche, est-ce qu'il y a moyen de la rendre plus dynamique? Parce qu'une conversation, c'est quand même relativement dynamique, donc ça stimule un certain engagement. Donc, est-ce qu'on est plus dans la manière dont on consomme de l'information? Donc, c'est une manière beaucoup plus dynamique qui peut justement peut-être engager l'élève versus l'avoir une fiche où l'élève va lire en diagonale pour essayer d'identifier les mots-clés pour éventuellement trouver sa réponse. Mais peut-être que de s'engager dans une conversation va être beaucoup mieux au niveau de l'apprentissage parce qu'il va pouvoir, étape par étape, arriver justement à sa réponse. Ce qui m'amène justement à parler, bon, ben, l'exemple d'un produit d'IAG éducative, donc le développement d'un agent conversationnel. Parce que il y a quand même énormément de contraintes pour développer ça. Il y a beaucoup de réflexions à avoir, puis il y a beaucoup de réponses aux attentes à avoir. Les attentes d'un élève de 5e année primaire face à l'IA générative pédagogique n'est clairement pas la même chose que l'attente d'un élève de 5e secondaire face à un agent conversationnel pédagogique parce que le secondaire 5 a déjà joué beaucoup avec ChatGPT, il sait les orientations, puis dans une perspective où il veut juste obtenir la réponse, un agent conversationnel pédagogique ne répondra pas à son besoin du tout. Versus un 5e année primaire,
qui justement a jamais joué avec un agent conversationnel, que c'est les premiers, les premières fois qui regardent ça, qui jouent avec ça, ben, ont un potentiel d'apprentissage beaucoup plus grand. Donc, on l'a vu là, à travers divers tests utilisateurs, justement, cette différence-là entre les plus jeunes et les plus vieux au niveau d'un agent conversationnel. Mais comment on réfléchit ça? Parce que justement, Marc-Antoine nous disait, selon nos trois piliers, oui, il y a l'aspect éthique, il y a l'aspect adaptabilité, mais il y a l'aspect apprentissage aussi, avoir un impact sur l'apprentissage. Euh, on ne leur donnera pas la réponse demain matin. Dans certaines situations, là, où est-ce que je vais vous décrire un petit peu après, mais l'intention, c'est justement de les aider à cheminer. Donc, comment on réfléchit à un agent conversationnel? C'est justement en se disant, ben, on a un contenu. Alloprof a des fiches dans lesquelles il y a l'explication. Les fiches sont classées par niveau scolaire. Ils suivent la progression des apprentissages. Ils ont été créés et validés par des enseignants. Donc, tout ça a été conçu et c'est un contenu qui est riche à travers toute la plateforme. Donc, ça, avec des stratégies pédagogiques mises en place, ça pourrait nous donner justement la construction d'un agent conversationnel. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On appelle ça le RAG. Donc, le RAG, ce que c'est que, par exemple, un utilisateur va envoyer une question qui, lui, va aller chercher dans notre source complète de contenu. Par exemple, il va demander une métaphore. Bon, ben, notre petit agent va aller dans les fiches reliées à la métaphore et va aller chercher les éléments qui répondent à la question de qu'est-ce qu'une métaphore. Par exemple, il va trouver son information dans la définition de la fiche sur la métaphore. Donc, il va le prendre l'information qui est là et va le passer dans un LLM. Et l'LLM va justement générer la réponse à l'utilisateur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, au sens où l'information dont l'agent a accès est uniquement notre base de données. Donc, on parle d'exemples, d'exercices, de définitions, d'images et autres, donc qui sont accessibles par l'agent conversationnel. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure que justement l'information qui est donnée est vraie, vérifiée et vérifiable. Parce que si on recherche une information, mais pour nous, c'est possible d'aller directement sur notre contenu et dire, par exemple, ben, cette information-là provient de telle fiche. Et ce qui est possible aussi, c'est de rajouter le lien vers les sources. Parce que, comme on disait, pour les enseignants, il y a un élément de transparence, mais nous, on est en ayant pigé dans notre source de données, mais on est en plus capable de dire, ben, ça provient de tel endroit dans notre site Web. Donc, c'est plus facile, justement, de cadrer et de réduire le nombre d'hallucinations, c'est-à-dire le nombre de fausses informations données à travers ça. Donc, comment on fait ça actuellement? Donc, l'élève envoie sa requête. L'agent, il va choisir une approche pédagogique. Tantôt, je vais vous présenter les différentes approches pédagogiques qu'on a mis en place, puis un peu la réflexion derrière ça. Puis, donc, il va dire, par exemple, l'élève dit qu'est-ce qu'une métaphore? Là, il va se dire, ah, ce que je dois identifier, c'est une définition. Donc, je vais appliquer la stratégie pédagogique de la définition. Après ça, lorsque le LLM va produire sa réponse, bien, on a des petits agents experts qui valident cette réponse-là. Donc, est-ce que la réponse qui va être fournie à l'élève est dans un français québécois? Parce qu'on le sait actuellement, là, les différents agents, les différents LLM qu'on retrouve sur le marché sont spécialisés en français. On pense à Mistral, mais des fois, il va parler du lycée. Mais ce n'est pas une réalité québécoise, le lycée. Donc, on a un agent expert, un juge, qui valide que la réponse qui est renvoyée à l'élève est en français québécois. On a un deuxième agent qui valide que la réponse qui est donnée par l'agent conversationnel provient du contenu d'Alloprof. Parce que, dans le fond, tout agent, on n'a pas à entraîner un grand modèle de langue. On prend un modèle de langue qu'on régit en quelque sorte, qu'on cadre, qu'on ferme à notre base de données. Ça se peut qu'il se glisse un petit peu de liberté,
Donc, c'est pour ça qu'on a un juge qui dit, par exemple, OK, oui, ça vient exactement du contenu d'Alloprof, je le laisse passer. Euh, la réponse est logique, c'est-à-dire qu'elle a une structure qui est facile pour l'élève de l'identifier. Donc, on parle de par exemple, j'avais une question sur la métaphore. Normalement, dans ma réponse, je devrais parler de métaphore. Donc, il y a un lien entre la question et la réponse. Et elle est dans un français québécois accessible. Ensuite, il y a une stratégie pédagogique mise en place. Donc, on a créé un juge qui valide que la stratégie pédagogique initiale a été bien choisie. Je vais pouvoir vous montrer des stratégies pédagogiques qui ont été choisies, mais par exemple, si je demande qu'est-ce qu'une métaphore, puis qu'il commence une étape par étape, ça se peut que je perde mon élève. Par exemple, si j'ai un élève qui demande quelle est la formule de Pythagore et mon agent a choisi une étape par étape en disant sais-tu ce que c'est un triangle rectangle? Je ne pense pas que ça vienne aider mon élève. Je pense que je vais perdre l'engagement. N'oubliez pas, 3 échanges, hein? 3 échanges entre l'élève et l'agent conversationnel pour s'assurer de l'engager. Enfin, on a tout l'aspect du niveau de langue parce que il y a des longueurs. Souvent, dans un agent conversationnel, c'est très bavard. Donc là, il faut simplifier. Il faut simplifier le niveau de langue, mais il faut simplifier aussi la quantité de mots qui a été remis, envoyé, la manière dont les phrases sont tournées. Souvent, les agents conversationnels ont été entraînés sur du contenu adulte qui a été rédigé par l'adulte. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour l'adulte de comprendre. Là, on est avec des enfants, il y a une complexité supplémentaire au niveau du niveau de langue qui fait en sorte que faut vraiment amener un juge qui, justement, là, valide que le niveau de langue est accessible à l'élève. Et quand ça, il a passé tous ces juges-là, la réponse obtient un score. Si le score est bon, elle est envoyée à l'utilisateur. Si le score n'est pas bon, on recommence la boucle. L'agent doit recommencer son travail. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans le cadre d'un agent conversationnel. Mais là, il manque quand même un élément. C'est-à-dire, il manque un filtre parce que actuellement, il y a certaines réponses qui peuvent ne pas être, qu'on ne veut pas répondre nécessairement. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'ils sont pas d'ordre pédagogique, sont pas d'ordre, par exemple, pour le niveau scolaire dans lequel ils se retrouvent. Par exemple, on ne pourra pas répondre aux questions de contenu mathématique limite différentielle intégrale. Ça ne fait pas partie de notre environnement de contenu, mais ça se peut que le LLM soit capable d'y répondre néanmoins, parce qu'il a accès quand même à la banque de données. Donc, il faut justement mettre en place un filtre qui sélectionne les types de réponses auxquelles on peut répondre pour justement cadrer les requêtes de nos utilisateurs à notre contenu. Donc, ça, on appelle ça en anglais le red teaming. Donc, c'est vraiment là une espèce de garde-fou de type de questions qui vont être posées par l'élève, par lequel l'agent conversationnel peut répondre. Donc, il y a quand même une complexité, dans la conception technologique d'un agent. Il y a plusieurs agents à concevoir pour justement s'assurer que ce qui est retourné à l'élève, est pédagogiquement vrai, ne l'induit pas en erreur, est associé à son niveau scolaire, est dans un langage accessible, et la bonne stratégie, et encore, et encore, et encore. Donc, je peux continuer. Donc, il y a quand même beaucoup de réflexions à mettre en place, et tout ça en s'assurant que l'élève reste engagé et qui continue à continuer à apprendre dans son interaction avec l'agent conversationnel. Donc, tout ça, c'est dans nos réflexions, justement, pour cet agent. Si je continue. Donc, un peu là sur les stratégies, justement, que je vous disais, il y a certaines situations où, justement, on va donner la réponse ou on va donner la procédure. Par exemple, un élève qui demande une définition, je ne ferai pas une stratégie étape par étape pour justement qu'il arrive à la définition. Ça ne sert à rien. Mon objectif, c'est qu'il reste dans l'environnement Alloprof pour lui donner la meilleure information, l'information qui est validée par les enseignants. Je ne veux pas qu'il retourne sur Google pour aller chercher l'information dont il a besoin. Je veux qu'il continue à venir interagir avec nous. Donc, dans le cas de qu'est-ce qu'une métaphore?
quelle est la formule de Pythagore. Ce sont des éléments qu'on va donner directement à l'école, à l'élève, pardon, parce que ce sont des éléments qui sont hors contexte et c'est des informations très factuelles. Cependant, si on tombe dans une question qui est plus en contexte, dans la phrase suivante, est-ce qu'il s'agit d'une métaphore? Ah, mais là, j'ai un contexte associé. L'élève ne me demande pas de définition, il ne me demande pas de procédure, mais là, on va l'aider à déterminer lui-même si la phrase qu'il a est une métaphore. Donc là, on va être vraiment dans un principe d'étape par étape. Donc, c'est là qu'on dit, ben, OK, d'après toi, c'est quoi les termes qui sont associés à la métaphore? Est-ce qu'il y en a? Donc, qu'est-ce que tu as comme phrase? Donc, on va être vraiment dans un principe d'étape par étape. Les stratégies qu'on a décidé de mettre en place, justement, là, quand on a réfléchi ça, la première étape qu'on a faite, c'est justement de se dire, c'est quoi les stratégies qu'un tuteur, donc quelqu'un qui va avoir une rencontre un à un avec un élève, va mettre en place pour l'aider. Donc, on a travaillé ça, on a réfléchi ça, puis on est arrivé à 5 grandes familles. Donc, on parle de stratégie d'engagement. Je te donne la définition. Ah, mais veux-tu qu'on aille plus loin? Donc, d'amener l'élève à vouloir aller plus loin au-delà de la définition même. Ah, voici la définition. Veux-tu que je te donne un exemple? Veux-tu qu'on fasse un exercice ensemble? Donc, on amène l'élève à s'investir dans l'information qu'il vient de demander. Des stratégies d'aide à la résolution de problèmes, mais là, on est vraiment étape par étape. J'ai une équation linéaire. Ah, c'est quoi la première étape que tu veux faire pour trouver le zéro, par exemple? Donc, on y va vraiment étape par étape pour justement que l'élève arrive à sa réponse. On a des stratégies d'intervention en cas de difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'élève écrit « Je ne comprends pas ». Bon, on va essayer de reformuler. On ne changera pas le niveau de langage tout de suite, on va juste reformuler. Changer l'angle d'attaque de la définition, par exemple, changer l'angle d'attaque de l'intervention. Ce qu'on peut faire. Si l'élève redit « je ne comprends pas », ah, mais là, on peut aller dans une simplification du langage. OK, on va peut-être expliquer, partir d'un peu plus loin, puis après ça, ramener au niveau où il devrait être. Et si l'élève redit « je ne le sais pas », mais là, c'est peut-être à nous de dire, ben, peut-être que cet élève-là n'aura pas l'aide dont il a besoin avec un agent conversationnel, donc de mettre l'humain dans la boucle. Mais peut-être que c'est le moment de se dire, ben, peut-être que tu pourras aller discuter avec un vrai prof qui pourrait justement t'aider. Donc, c'est vraiment l'interrelation entre la machine et l'humain qui est super importante. Comme on a dit un bon nombre de fois, l'objectif, c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est d'optimiser le soutien à l'apprentissage. Et ça se peut qu'à un moment donné, l'humain n'a pas le choix de rentrer dans la loupe d'aide. Et c'est comme ça qu'il est réfléchi au niveau des stratégies en cas de détection de la difficulté. Enfin, on a les stratégies de validation de la compréhension. Par exemple, je te donne la définition. Peux-tu me donner un exemple? Donc, la machine qui valide que l'élève a bien compris la définition. Donc, on va chercher la rétroaction de l'élève par rapport à l'information qui a été donnée. Puis enfin, les stratégies de captation de l'attention, bien là, on est par exemple dans la manière dont on va donner l'information. Donc, est-ce que je devrais, s'il me demande une définition, peut-être qu'il faudrait que je lui envoie une vidéo. Peut-être que je lui envoie un texte, peut-être que je lui envoie un exercice aussi. Donc, de varier les types de médiums pour lui offrir l'information qui devient beaucoup plus dynamique et beaucoup plus engageant pour l'élève. Donc, ce sont les manières dont on peut réfléchir justement à l'évolution d'un agent conversationnel. Après ça, ben, voici là, les différentes. Là, j'ai remis là, un peu là, ce que j'ai d'expliquer justement là, dans un visuel un petit peu plus clean, comme on dit, donc avec plus d'emojis. Donc, chacune de ces stratégies-là pour venir en soutien à l'élève. Et l'autre chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que l'aspect conversationnel, c'est pas évident pour un enfant. Souvent, il est habitué de poser une question puis d'attendre une réponse. Dans des tests utilisateurs qu'on a fait, par exemple, j'avais un élève, il a posé une question, il devait résoudre une tâche, il a posé une question à un agent, il a obtenu la réponse. Qu'est-ce que je fais, madame? Ben, poursuit la conversation. Mais pour les plus jeunes, c'est une complexité supplémentaire
de se dire, il faut que j'entretienne une conversation avec la machine. Chose qui est, c'est difficile pour lui parce que souvent pour les plus jeunes, ben, on est dans une situation de question-réponse et non dans une situation conversationnelle pour arriver à la réponse. Fait que de reproduire ça avec la machine, ça amène une complexité. C'est vraiment cute à voir, je vous promets. Mais bref, pour les jeunes, c'est pas évident. Donc, le développement de la compétence rédactique pour les plus jeunes, on le voit que ça a un effet au niveau de l'agentivité de ces enfants-là lorsqu'ils veulent justement développer leurs apprentissages avec un agent conversationnel. Et c'est là aussi où il y a un lien évident avec tu sais, la formation, l'éducation qu'on donne aux jeunes. On le voit, ils ne peut pas considérer a priori qu'ils savent se servir de ces outils-là. Ils peuvent avoir l'air de savoir s'en servir, comme ils peuvent avoir l'air de savoir chercher sur Internet, mais je pense qu'on le sait dans le milieu, c'est pas si évident que ça, que c'est fait avec la rigueur, la qualité qu'il faut. Donc, il y a un accompagnement, il y a une éducation à faire, puis c'est sûr que au niveau éducatif, là, l'école, des organisations comme Alloprof ont un rôle à jouer pour amener les jeunes à être des acteurs réels de ces technologies-là et pas seulement des spectateurs qui subissent la technologie plus ou moins en pensant peut-être la diriger, mais dans les faits, c'est pas ça qui se produit. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Pour la plupart des élèves, on ne peut pas les considérer comme des vrais acteurs de la technologie. Ce qui nous amène tranquillement vers la conclusion. Je pense qu'on a appuyé en même temps Puis on a sur le réappuyé en bouton. même temps, fait que tu peux. Je te propose de me laisser. Vas-y. Il faut vous dire, on a une bonne complicité, Marie-Caroline et moi. Puis souvent, on pense la même chose, on dit la même chose, puis là, ben, on a fait la même chose en même temps. Puis ça ne fait que prouver écoutez, on arrive vers la fin. J'espère que c'est une présentation qui vous a éclairé, en tout cas certainement sur la démarche qu'Alloprof entreprend. C'est pas à la légère qu'on développe ce genre d'outils-là. Puis je pense qu'on a bien nommé aussi le pourquoi de ça. C'est une technologie qui peut nuire autant qu'aider dans la réalité. Je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients et ne pas perdre de vue que oui, c'est impressionnant ce qu'on voit devant nous avec l'IA générative, mais quel impact réel ça amène? On voit que le chemin vers un impact réel sur l'apprentissage n'est pas si évident et que les habitudes d'utilisation ne sont pas ancrées nécessairement ni ancrées de la bonne manière. Le principe de base aussi à nommer, c'est que l'IA générative, doit produire des retombées éducatives supérieures aux solutions alternatives. C'est ce qu'on dit généralement pour toute solution numérique. On va se tourner vers le numérique si ça amène un bénéfice qui est supérieur aux alternatives plus classiques, traditionnelles, physiques, matérielles. Et c'est une considération particulièrement importante avec l'IA générative compte tenu de la complexité des coûts derrière cette technologie-là. Oui, on peut s'en servir d'une façon un peu légère pour s'y familiariser, mais pour un contexte d'enseignement-apprentissage, il y a tout intérêt là, à se tourner vers elle quand c'est vraiment celle-ci qui amène une plus-value. Et donc, c'est ce qui guide, en tout cas, nous, nos développements et déploiements de solutions. Vous verrez que Alloprof n'est pas tapissé mur à mur de solutions d'IA générative, en tout cas pas pour le moment. Bien qu'il y ait des choses qui s'en viennent très, très prochainement, mais chaque chose, sachez-le, va être vraiment réfléchie dans le cadre qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ça amène peut-être une certaine lenteur, mais soyez sûr que ce qui sort est extrêmement validé en termes de performance, d'impact et de rigueur éthique aussi. Euh, les conditions d'adoptabilité, là, tu sais, ce qui fait qu'on va se servir d'un outil, doivent toujours être, dans le fond, soumis aux conditions d'apprentissage. Il faut toujours que ça serve l'apprentissage, donc c'est pas tout que ce soit facile ou que ce soit accessible. On doit s'assurer que l'élève va intégrer un apprentissage important et pour ce faire, il doit être actif dans cet apprentissage-là. Et c'est le défi avec ces technologies-là, c'est de garder l'activité, l'engagement de l'élève. On a vu, il y a du potentiel, c'est déjà potentiellement supérieur à ce qu'un élève va retrouver en lisant une fiche, par exemple, sur le site d'Alloprof. Mais c'est parce qu'on les a aussi obligés à faire un certain usage de la technologie. Donc, il faut que les élèves apprennent à adopter ce type d'utilisation-là qu'on a amené dans nos expérimentations. Autrement, ils risquent de faire le travail par la machine à leur place et évidemment, ils n'apprendront rien à long terme de cette façon-là.
L'IA générative va changer beaucoup de choses. C'est un champ qui est très émergent. Ça a déjà un impact important sur certains métiers. Ça ne va aller qu'en s'amplifiant. Bon, on ne se cachera pas là-dessus, là, c'est bien évident. Ça a un impact sur le métier de l'élève aussi. Regardons-le un peu comme ça. Étudier ne sera pas la même chose à cause de cette technologie-là. Dans les prochaines années, ça va changer des choses relativement importantes. Ça va changer aussi le métier d'enseignant, c'est sûr. Mais rappelons-nous que ce sont des outils et que c'est l'humain qui décide. Donc, c'est quand même important de, de ramener la hiérarchie un peu ici. On ne doit pas être des victimes de la technologie et se dire, mon Dieu, c'est là, on n'a pas le choix. C'est pas comme ça qu'on voit ça chez AlloProf. C'est là, il y a des opportunités, puis si ça s'avère pas pertinent, ben, on s'en sert juste pas, même si c'est la mode. Donc, c'est comme ça que je nous invite tous à réfléchir ben, quand même, à continuer à progresser dans cette direction-là. Nous, on continue à tester. On pense qu'il y a vraiment des solutions intéressantes qui sont possibles avec la technologie. Je pense que le potentiel justifie l'investissement pour l'instant, mais toujours garder en tête qu'en bout de ligne, l'important, c'est le résultat. Si la réussite éducative n'augmente pas, ben, c'est que la technologie n'est pas la solution. Et c'est avec ce recul-là, parce qu'on va finir par trouver les meilleures solutions, celles qui sont efficaces et matures au-delà du buzz actuel qu'on peut vivre autour d'une technologie qui nous impressionne. Ça ferait le tour de cette présentation-là. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a endormi, peut-être que vous êtes assommé ou peut-être que vous êtes ébloui par tout ça, je ne le sais pas, mais soyez assurés qu'on va être vraiment à l'écoute. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. Si vous souhaitez participer à nos recherches, vous l'avez vu, on est beaucoup en mode de recherche sur le terrain, en mode de recherche avec des équipes. Il y a un champ de connaissances à créer, en fait, autour de l'exploitation de cette technologie-là et de ses retombées sur l'éducation. On est extrêmement actif au niveau de la recherche et de l'intelligence artificielle. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, j'en profite pour faire une petite publicité sur un balado dans lequel j'ai participé, qui est diffusé sur la chaîne de IA Québec et dans lequel on parle pendant à peu près trois quarts d'heure des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, mais un petit peu moins techniques. Dans le cadre d'un balado, on est plus à haut niveau, mais ça explique un petit peu plus la philosophie qui guide AlloProf et les perspectives qu'on voit pour l'avenir avec la technologie en question. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça ferait le tour de notre présentation. Encore un immense merci pour tous les participants et toutes les participantes. Et encore une fois, une invitation là, à nous écrire si vous souhaitez poursuivre cette conversation-là. Et comme c'est notre première présentation, Marie-Caroline,